Bonjour, ici la voix de Fabrice Neumann. Et ici la voix de Benjamin Vincent, vendredi 21 février 2025. Bienvenue dans Les Voix de la Tech, épisode 25. Les Voix de la Tech, chaque vendredi, en moins de 30 minutes, c'est l'actu tech décryptée par les voix qui la font. Et si vous en voulez plus, la version intégrale de cet épisode, avec les interviews en entier, est de retour sur Apple Podcasts. Au menu pour vos oreilles cette semaine, Benjamin, le nouvel iPhone 16e, forcément une mise à jour attendue et appréciable, mais peut-on encore parler d'iPhone abordable ? En tout cas, on va écouter Tim Cook et Kyan Drance, qui est la VP marketing pour les iPhones, essayer de nous en convaincre. La fin lamentable de l'AI Pin de Human, cette broche digne de Star Trek qui va totalement s'arrêter de fonctionner le 28 février à minuit. Ken Kosienda, l'un de ses concepteurs, m'avait accordé une interview au Mobile World Congress 2024 et on va le voir, elle était prémonitoire. L'explosion de la demande de services autour de l'intelligence artificielle et la spécificité française dans le domaine de l'IA, notamment avec Mistral. Raoul Patak les connaît bien, il travaille avec eux, lui qui est vice-président chez Amazon Web Services, on dit souvent AWS, en charge de la data et de l'IA, vous allez l'entendre. Et puis 2 mois après Willow annoncé par Google, Microsoft vient à son tour de dégainer son processeur quantique baptisé Majorana 1. On va en parler avec Olivier Ezrati, éminent spécialiste du quantique de retour dans les voies de la tech, et il n'est pas convaincu. La famille iPhone 16 s'est donc agrandie avec l'annonce mercredi soir de l'iPhone 16e. Et oui, le 16e succède en réalité à l'iPhone SE3 dans le rôle de l'iPhone flambant neuf, le moins cher au catalogue. Et voici comment Tim Cook, le CEO d'Apple, a officialisé son arrivée. C'était dans une vidéo mise en ligne mercredi vers 17h sur le site d'Apple. Today we're excited to complete the iPhone 16 family with a new model that features the performance, intelligence, and privacy you expect. This is iPhone 16e. With our latest generation Apple Silicon, breakthrough battery life, an incredible high-resolution 2-in-1 camera system, and the powerful features of iOS 18, all in a durable and beautiful design. iPhone 16e joins the iPhone 16 family as its most affordable member. Alors, le plus abordable des membres de la famille iPhone 16, dit Tim Cook, Fabrice. Alors, est-ce qu'il est abordable pour autant ? Parce que c'est vrai, hein, il propose pas mal d'évolutions qui sont intéressantes, mais au passage, il quitte la zone des 500 € pour celle des 700 €, 719 € précisément prix de départ en France. Est-ce que Apple, Fabrice, n'est pas en train de perdre ce qui était l'idée originelle intéressante du SE, justement ? Je pense que oui. La première preuve, finalement, c'est le changement de nom. C'est-à-dire que le nom SE a disparu pour laisser la place au numéro de la gamme actuelle, des iPhone 16. Probablement que ce sera un iPhone qui sera renouvelé plus souvent que l'iPhone SE. Ça, c'était peut-être un des problèmes de la gamme SE qui était souvent gardée entre 2 et 3 ans au catalogue. Donc quand arrivait sur la 3e année, qu'il fallait toujours payer le même prix pour un iPhone qui était vraiment vieillissant, ça c'était dommage. Mais là, donc 719 €, avec quelques compromis quand même qui font un peu mal, c'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'un seul objectif photo. Il n'y a pas les aimants de MagSafe, qui étaient un des atouts, qui sont un des atouts principaux, peut-être pas principaux, mais enfin vraiment intéressants pour les iPhones. Il y a vraiment des choses comme ça qui sont un petit peu dommages. Et puis surtout, je trouve que maintenant, cet iPhone d'entrée de gamme a du mal à tenir tête aux concurrents chez Android. Pour 500 € chez Android, quelle que soit la marque, on peut avoir un téléphone avec un écran plus grand, avec un écran à rafraîchissement 120 Hz et avec 3 objectifs photo. Donc c'est un petit peu difficile, je trouve, pour Apple de tenir la concurrence, là. Alors, la nouveauté la moins visible, mais la plus stratégique, c'est l'inauguration du premier modem cellulaire conçu par Apple, le C1. Apple a dépensé plusieurs milliards de dollars, travaillé dessus depuis des années. Écoutez comment Kyan Drance, la vice-présidente chargée du marketing mondial de l'iPhone, a annoncé ce premier modem Apple mercredi soir. With iPhone 16e, we're expanding the benefits of Apple Silicon with C1, the first Apple-designed cellular modem. It provides fast and reliable 5G connectivity
and it's the most power-efficient modem ever in an iPhone. We combine the incredible power efficiency of Apple Silicon with an all-new internal design for iPhone 16e that has been optimized for a larger battery. Together, it paves the way for an unprecedented level of battery life in a 6.1-inch iPhone, an astonishing 26 hours of video playback. Voilà, Kyen Drance, bénéfice pour l'utilisateur, hein, elle le dit, avec une autonomie accrue. On testera bien sûr pour savoir comment cet iPhone 16e accroche les réseaux cellulaires et le Wi-Fi, mais bénéfice aussi pour Apple, qui commence à prendre son indépendance vis-à-vis de son fournisseur historique de modem, à savoir Qualcomm. Et ça, c'est très important. Alors, c'est très important pour Apple. On sait aussi qu'Apple a cette volonté toujours de tout maîtriser. Donc c'était même étonnant que les modems à l'intérieur des iPhones ne soient pas encore fabriqués ou en tout cas conçus par Apple. Apple avait racheté la division modem d'Intel en 2019. Il se trouve aussi que comme par hasard, il y a une concomitance de faits, c'est-à-dire qu'il fallait qu'Apple puisse vraiment avancer dans la conception de son modem et puis aussi attendre la fin du contrat qui les liait à Qualcomm. C'est en gros désormais chose faite, donc on s'attend probablement à ce que les iPhone 17 soient eux aussi équipés des modems maison. On verra ce que ça donne. C'est vrai qu'on a vraiment envie de tester ça parce qu'il y a eu déjà quand même un iPhone avec un modem Intel dedans, c'était du temps de l'iPhone 7 en 2016, et à ce moment-là, la comparaison avait été un petit peu brutale parce qu'il y avait des iPhone 7 avec modem Intel et d'autres avec modem Qualcomm, et ceux équipés des modems Intel étaient entre 20 et 30% moins rapides sur le réseau 4G LTE à l'époque. Et donc on a hâte de voir si Apple a refait son retard dans le domaine. Allez, dans un instant, les iPins, le 28 février à minuit, l'aventure sera définitivement terminée et on va écouter l'un de ceux qui ont contribué à le faire exister chez Human. Ils rêvaient en milliards de dollars, ils vont se retrouver tous les deux chez HP à essayer d'imaginer des imprimantes et des caméras pour salles de réunion intelligentes. Alors on ne va pas plaindre Imran Chaudhry et Bethany Bongiorno, les deux anciens d'Apple que la modestie n'a jamais caractérisés. Ils ont quand même réussi à refourguer Humane pour 116 millions de dollars sans trop se soucier des milliers, peut-être des dizaines de milliers de clients qu'ils s'apprêtent à planter en débranchant le réseau le 28 février à minuit. En clair, dans une semaine, tous les iPins deviendront inutilisables. Et oui, pour comprendre ce fiasco, on vous propose une voix de la tech sortie de nos archives, puisqu'il y a un an, presque jour pour jour, j'ai rencontré Ken Kocienda au Mobile World Congress 2024 à Barcelone. Après 15 ans chez Apple, il avait rejoint Human pour créer cet iPin. Nous étions alors quelques jours avant la livraison des toutes premières commandes. Et pourtant, on sentait déjà que le cœur n'y était plus vraiment, comme si les rumeurs de vente catastrophiques étaient fondées. Alors, j'avais fait en sorte de ne pas lui poser la question directement, frontalement pendant l'interview, mais pensez-y en l'écoutant, en écoutant Ken Kocienda, avec donc cette année de recul et cette nouvelle. Une interview traduite de l'anglais vers le français par Lipid qui essaye au mieux de reproduire nos voix, et notamment la mienne. Bonjour Ken Kocienda. Hello, how are you doing? What were the biggest engineering challenges for you to make this product possible? Well, the product is very small, and so dealing with, with power and thermals, the network connectivity, so just making the hardware function properly is a big challenge. But then there's also the software, and for this device, the software runs on the device. I understand that this is audio, but so what I'm doing now is showing the laser of the device, and so I'm moving my hand around and changing the selection in the laser. So getting the machine learning models working was very, very important challenge for us on the device. But then there's also the cloud. So figuring out how the cloud interacts with the device, and then, works, it continues to function on the hardware. So it's hardware, the local software, the cloud. That was a big, big challenge. How is it going? Because there has been a huge buzz around it. What a difference does it make for you to switch from Apple to
to a startup as you mean? Switching to a startup, it is very different because you need to do everything from the beginning. You know, we're all so excited about AI and its potential, and putting all of that together to make a new product from scratch. So that's what's really exciting for us, and that's something that I when I learned about it, I just had to be a part of it. And it feels like magic to just, in the moment, be speaking a whole new language, and opening up that communication channel to someone from a different place in the world. And so that's the kind of promise that we are very, very excited about. And I hope that soon we can bring the product to France so that people there can see and try it and bring the AI Pin into their lives. And in the future, keep watching. We'll tell you about them when we're ready. Thank you so much, Ken. Well, it's been great chatting with you. Thank you. Bon, Benjamin, tu te souviens peut-être que déjà à l'époque, moi, j'étais franchement pas convaincu par les iPins. C'est vrai, contrairement à moi. Bon, je pense que, allez, soyons gentils, mais et c'est vrai, sincèrement, t'y croyais, t'avais envie d'y croire en fait, parce qu'il y a un vrai côté Star Trek avec ce communicateur qu'on tape avec un doigt ou deux sur le pan de sa chemise et puis on lui parle et il se passe quelque chose. C'est vrai. Je crois que vraiment il y a eu un excès de melon, il n'y a pas d'autre mot, de la part de ces deux anciens d'Apple qui ont quitté Apple, qui ont vraiment pris leur temps en créant cette start-up, qui ont quand même attiré $250 million d'investissement, donc ils avaient quand même de la ressource. Ils ont créé un produit qui, je trouve, était intéressant, mais ils ont trop joué la carte du buzz, on vous dit rien, vous allez voir ce que vous allez voir et tout. Et quand le produit est sorti et que les premiers testeurs l'ont eu entre les mains, ils se sont fait démonter. Et je pense que c'est là que ça s'est joué. C'est-à-dire que les clients qui auraient pu être intéressés en lisant les premiers tests se sont dit, en fait, non, je vais pas mettre $700 là-dedans, quoi. Et on le voit, ceux qui ont quand même osé, ils se retrouvent avec c'est même pas un presse-papier, parce que tu peux rien tenir, je pense, avec ce petit truc-là. J'ai jamais eu entre les mains, je pense pas que ce soit très lourd, effectivement. Pas très lourd, non. Je me souviens encore, moi, du test, notamment de The Verge, le test vidéo qu'on peut retrouver, et c'est comme tu dis, c'est terrifiant, c'est terrible, parce qu'on voit que ça tient pas ses promesses, donc ils ont vraiment fait monter la sauce, en plus ils tiennent pas les promesses. Ils ont eu aussi des problèmes, c'est très difficile de lancer une start-up pour créer du matériel, ils ont eu des problèmes de fabrication, avec des rappels de batterie. Dans le communiqué, en gros, ils ont dit les rappels de batterie sont pas terminés, ceux qui n'ont pas eu la nouvelle batterie, on va vous rembourser le prix de la batterie. Donc voilà. Le seul point, pas positif, mais peut-être un peu moins important que je retiens, c'est que je crois qu'au final, ils en ont vendu quelques milliers seulement. Et que ceux qui se sont lancés là-dedans savaient bien que ils étaient un peu bêta-testeurs eux-mêmes par définition pour essayer de tester quelque chose qui visiblement était un peu futuriste. Dans le tas, je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs et d'influenceurs qui de toute façon ont bien récupéré leur investissement en faisant du buzz avec et des vidéos et tout ça. Et voilà, ça va rester dans le musée des ratés technologiques. Allez, dans un instant, du sérieux, du lourd, les promesses de Microsoft autour de Majorana 1, son processeur quantique, avec le retour d'Olivier Ezrati. À tout de suite. Bonjour Olivier Ezrati. Salut Fabrice. Salut Olivier, et merci d'être de retour dans les voies de la tech. Avec plaisir, encore pour parler quantique. Exactement, oui, parce que c'est quand même ta deuxième participation au podcast. Tu étais avec nous le 13 décembre dernier dans l'épisode 12 pour nous aider déjà, effectivement, à comprendre l'annonce par Google de Willow, un processeur quantique. Et oui, on est 2 mois plus tard, Olivier, et cette semaine, c'est Microsoft qui semble avoir réalisé une avancée majeure avec Majorana 1, une puce quantique qui s'appuie sur un nouveau matériau présenté comme révolutionnaire, un topoconducteur, Fabrice.
Oui, alors je suis pas sûr de savoir à quoi ça correspond. Heureusement que Olivier est là. On va rappeler, Olivier, que tu es consultant enseignant à Normal Sup, à l'EPITA, à Centrale notamment. Tu es l'auteur d'un livre, alors on est obligé de le dire, hein, gros livre de plus de 1500 pages sur le quantique, et aussi l'un des meilleurs vulgarisateurs de la chose. C'est aussi pour ça qu'on a voulu que tu sois là. Alors voilà, donc il se trouve que Étienne Klein est un fondu d'Ettore Majorana, le physicien. Microsoft y fait référence. Voilà le contexte de l'annonce de Microsoft. Alors, qu'est-ce qu'il faut en comprendre, Olivier ? C'est un sujet assez compliqué, comme d'habitude dans le quantique. Je vais essayer de décortiquer l'annonce par le haut. En fait, cette semaine, Microsoft a annoncé plusieurs choses. Ils ont d'abord publié un papier dans Nature, qui probablement a été soumis il y a environ un an au journal, et qui est un papier qui montre comment ils ont réussi à mesurer l'état de ce système de Majorana, qui d'ailleurs n'est pas encore un qubit dans le papier qu'ils ont publié. Et c'est un papier qui a généré une énorme polémique, parce que ce papier-là, il a été refusé par deux des référis. Les référis, c'est les gens qui relisent le papier, qui le valident. Et il semblerait que les deux autres qui l'ont validé étaient conflictés, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils étaient plus ou moins liés à Microsoft, ou ils avaient écrit des papiers eux-mêmes rétractés par le passé. Donc c'est assez sulfuré comme environnement. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que basé là-dessus, au même moment, Microsoft a publié ce qu'on appelle un préprint, c'est-à-dire un papier qui n'est pas passé par un journal à comité d'auteur, et pour cause, parce que c'est ce qu'on appelle dans le jargon un blueprint, c'est-à-dire que c'est une sorte de papier scientifique, mais qui décrit leur roadmap technique, ce qu'ils veulent faire pour créer un ordinateur quantique à base de ces qubits-là. Donc là, c'est un papier qui est futuriste, qui indique un petit peu ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent le faire, jusqu'à supporter 1 million de qubits de Majorana, supporter ce qu'on appelle des qubits corrigés, des qubits logiques de l'ordre du millier. Et donc, ils écrivent tout ça. C'est une intention ou c'est une réalisation ? Non, c'est une intention, mais ça, c'est assez classique, hein. Il y a beaucoup de sociétés qui font ça, notamment les startups comme Photonics au Canada, comme Colab aux États-Unis, avec qui je suis en contact, dans les qubits superconducteurs. Régulièrement, les startups publient des papiers qui décrivent comment ils veulent réaliser l'ordinateur quantique qui réalise les promesses qui sont attendues. Donc, c'est pas une tactique qui est atypique ou anormale ou contestable. Bon, sauf que c'est un papier qui décrit une architecture, mais qui n'est pas encore réalisée. C'est-à-dire, ça donne un peu une idée de comment ils veulent le faire. Souvent, il y a des trous dans la raquette, c'est pas complet. Notamment dans le cadre du papier de Microsoft, il manque plein d'infos. Il manque plein d'infos chiffrées. On n'a aucune idée de la qualité des qubits qui vont être générés. On ne sait pas trop quel genre de programme ça permettra de faire tourner. C'est surtout un papier de physique et un papier sur la correction d'erreurs. Tu peux nous rappeler le qubit, Olivier, pour ceux qui n'avaient pas suivi l'épisode du mois de décembre, ce que c'est ? Un qubit, c'est un objet à la fois, c'est à la fois un objet mathématique et un objet physique qu'on utilise pour programmer les ordinateurs quantiques et qui a cette caractéristique d'avoir une richesse d'informations qu'il contient qui est plus large que celle qu'on a dans un bit classique. Donc en gros, moi j'aime bien parler en langage informatique, c'est un peu l'équivalent d'un système qui gère deux nombres flottants, pour ceux qui font de la programmation. Et l'intérêt n'est pas d'avoir un seul qubit, c'est d'en avoir plusieurs. Mais ça, c'est juste... Donc 1 million de qubits, ce serait énorme. Alors, 1 million de qubits, ce serait 2 puissance ça, évidemment, c'est énorme. Mais comme ce sont des qubits qu'on appelle des qubits bruités, y compris ceux de Majorana, on est amené à créer ce qu'on appelle les qubits corrigés. Et là, on en a beaucoup moins. Donc, aujourd'hui, on en a à peine une dizaine dans les premières expériences qui sont réalisées, ou quelques dizaines. Et l'objectif, c'est d'en avoir des milliers. Donc, c'est un sujet complexe parce que les qubits des machines aujourd'hui sont pas parfaits et on essaye de les corriger. Et donc, on en a besoin de beaucoup d'imparfaits pour faire des qubits de meilleure qualité. Et voilà quoi. Vraiment, l'annonce de Microsoft, elle a l'air très concrète parce que il y a quand même 2 photos de ce processeur Majorana 1, dont une photo du processeur posé dans le creux de la main. Or, c'est justement une des images qu'utilise Satya Nadella dans son papier pour dire que d'ici quelques années, il dit ce sera pas des décennies, ce sera quelques années, on aura dans le creux de la main une puissance supérieure à la puissance de tous les ordinateurs sur Terre cumulés. Alors, il nous vend du rêve, on est dans le concret. Alors, je me permets, de dire que c'est du baratin et ça n'a aucun sens. Et deuxièmement, montrer une puce, ça veut rien dire. Alors, moi, je pense que en matière de communication, Microsoft fait comme pas mal d'entreprises du secteur. Ils promettent monts et merveilles à une échéance court terme, qui, à mon sens, dans le meilleur des cas, sera plutôt long terme.
Pourquoi? Parce qu'ils sous-estiment les cycles de mise au point. Je vais me comparer à IBM, par exemple. IBM, ça fait à peu près 9 ans qu'ils ont des qubits qui marchent. Donc, leur première machine, elle a été mise dans le cloud entre 2015 et 2016. À l'époque, ils avaient 5 qubits. Ces 5 qubits, dessus, on pouvait faire des opérations, des portes à 1 qubit, des portes à 2 qubits. On pouvait tester un petit programme avec 5 qubits. On pouvait commencer à coder. Et il y avait le logiciel qui allait avec, qui était dans le cloud. Ça, c'est en 2016. Aujourd'hui, ils sont à 56 qubits, qui sont de meilleure qualité, avec lesquels on peut faire un peu plus de choses. Aujourd'hui, Microsoft n'en est même pas à 1 qubit qui n'est même pas testable en ligne. Donc, ils ne sont même pas à l'équivalent de 2016 pour IBM. Donc, prétendre que entre 3 et 4 ans, ils vont faire un ordinateur qui contient des milliers de qubits logiques, qui vont résoudre des problèmes tels que ceux que Satya Nadella raconte, c'est du foutage de gueule. Microsoft survend clairement. Et le problème de Microsoft aujourd'hui, c'est qu'ils ont totalement perdu leur crédibilité ces 8 dernières années. Parce qu'ils ont annoncé plusieurs fois, c'est tous les 2 ans quasiment, une nouvelle avancée sur Majorana. À chaque fois, ça y est, dans 2 ans, 3 ans, c'est fait. Et à chaque fois, les scientifiques démolissaient ce qu'ils avaient annoncé. Et donc, Microsoft a beaucoup à prouver, en fait, aujourd'hui. Alors, pour l'instant, ils ont une puce avec 1 qubit, pour lequel il manque des informations scientifiques, puisque je vous ai raconté tout à l'heure qu'il y a un papier qui n'est pas encore publié, donc on ne peut même pas juger sur pièce. Donc, il faut être très prudent. Alors, moi, je ne vais pas démolir Microsoft. En plus, j'ai travaillé chez eux il y a longtemps, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut être très prudent par rapport à leur communication scientifique, surtout quand elle est emballée par les dirigeants, et il ne faut pas sous-estimer le cycle de mise au point. Et comme on dit en américain, seeing is believing. Donc, on pourra juger sur pièce que ce truc-là est prometteur. Je dis même pas que ça marche, que c'est prometteur. Le jour où on aura quelques qubits complets de Majorana, qu'on peut faire interagir entre eux, sur lesquels on peut au moins tester un petit programme avec quelques qubits. Merci beaucoup, Olivier Ezrati, pour ce deuxième passage dans les voies de la tech. Merci à vous, à la prochaine. Exactement, à la prochaine. Il y en aura sûrement plein. L'histoire va sans doute continuer. Effectivement. À bientôt, Olivier. À bientôt, Olivier. Merci. Fabrice, pendant le sommet pour l'action sur l'IA, quel est le message qu'on a cessé d'entendre ici en France? C'était simple, c'était ça. La France est le pays de l'IA et nos talents français sont uniques au monde. Exactement. Alors, puisque j'étais à Cannes la semaine dernière pour le World AI Cannes Festival, j'en ai profité pour sonder l'un des meilleurs spécialistes mondiaux de l'IA. Il s'appelle Rahul Pathak. Il est vice-président data et IA chez AWS. Une interview traduite avec l'aide de la technologie de l'EPIT. Bonjour Rahul and welcome. Bonjour, it's great to be here. Thank you for being part of Les Voix de la Tech, Voices of Tech. Consumers know Amazon because they buy products online. How would you define and explain what AWS does compared to the consumer online activity? AWS is our cloud computing division, and really our goal with AWS is to provide anybody access to the same capabilities from a technology, computing, resource, database, and AI perspective. We want to give anyone access to that technology, the same technology that's available to the largest companies around the world. And so we make it possible for people to rent technology by the second and put it to work at any scale. So you provide the data centers, but you also provide the technology. What are the main requests from your customers when they want to integrate AI in their business? It's such a great question. So, you're right, we provide infrastructure, but really we're offering customers capabilities at multiple layers. And so at the foundation, you need world-class infrastructure at scale. You need great operational excellence, resilience, and availability. You need fantastic security. That's always been job zero for us. We also provide access to silicon, so we have deep partnerships with NVIDIA for GPUs. We've got Trainium and Inferentia, which are our own chips that deliver amazing price performance and power efficiency for AI workloads. We've got a capability called Bedrock, which is our service for building inference applications. And there what we do is we give customers everything they need to build high-quality, large-scale apps that use generative AI. And so that means access to the best models available out there from folks like Anthropic and Mistral, as well as our own models with Amazon Nova.
It means access to data through knowledge bases, because data is how you differentiate AI. And then access to cutting-edge technologies like guardrails and agents to help customers build sophisticated apps. And then at the top level, we provide generative AI assistance, and that's Amazon Q. And there we give our customers capabilities to help their developers and business users use AI to accelerate their business. It's interesting because you mentioned a few names known more and more by consumers, and you're working with them as a technology provider. I mean, you're not competitors, you're working with them. And you mentioned Mistral, among others. Yeah, they're great partners and customers. So with Mistral, we've got a deep partnership where their models, which are fantastic, are available on our services like Bedrock, so customers can use their models through us. And we partner with Mistral in terms of joint go-to-market. And then they obviously have consumer and enterprise applications that they provide. And we're happy to also support them with infrastructure. So it's a great way to work with the best of what's out there to help customers get the right choices, because we really think choices and partnerships matter a lot in this space. Earlier this week, the French president and the government insisted a lot on the quality of talents in France on AI. Do you have a feeling about that? Do you work with French engineers, and what do they have that others don't always have in terms of being really good? So I do have the privilege to work with French engineers and customers. We got a fantastic team and presence in France as AWS as well. I think France has done an amazing job being at the forefront of the AI innovation that's happening in Europe and worldwide, and companies like Mistral are an amazing example of that. And so we're just excited to continue that partnership, and we do think that all of the focus in France and the investment in AI and data has the potential to really lift and drive economic growth in France and in Europe in general. Where would you say we are at now in terms of the AI possibilities, and is it just the beginning? Are we reaching like a level that will be hard to pass because of the energy needs, of the space available, of the legislations in Europe and in other parts of the world? How do you see the moment? So Benjamin, I think we're very early in the life cycle of AI. We're absolutely seeing customer workloads in production, and customers are benefiting at scale, doing things that were really hard to do, whether that's personalization or manufacturing optimization or helping with support. But I think we're really just scratching the surface. And while there are lots of things being invented in terms of how do we scale efficiently, how do we make sure we're building responsibly, there's so much innovation happening. The cost of inference is coming down. The energy consumption that's needed is coming down. So I'm very bullish, and I think we're in the early stages. And I think it's really important for all of us to really lean in and put this technology to work, because I think it can create a ton of benefit for all of us. What is your personal goal when you think of AI? Is there a point where you would like to reach? I mean, it's a great question. I think for me personally, what I would love to see is, I want to see our customers getting real business value in the real world from AI. I want to help as many customers move from proof of concept and demos into real world production use cases, because I do think there's massive amounts of productivity possible. And I think there's an amazing opportunity for AI to remove a lot of the mundane drudgery from our day-to-day when it comes to a personal productivity perspective. And I hope I get to play a small part in making that happen. Thank you so much, Raoul, for being one of our guests this week on Les Voix de la Tech. Thank you. Oh, it's wonderful. Thanks for having me. C'est la fin de l'épisode 25 des Voix de la Tech. Mais on vous donne déjà rendez-vous vendredi prochain, le 28 février, pour le numéro 26. Et Fabrice, je t'attends au tournant avec le gâteau et les bougies.
Ah bon, pourquoi? Numéro 26, ça veut dire quelque chose? Non, le 28 février, c'est mon anniversaire. Ben oui. D'ici là, suivez les Voix de la Tech sur X, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube et Blue Sky. Et partagez nos publications sur les réseaux. On a besoin de vous et de votre relais pour nous aider à faire connaître les Voix de la Tech. Pour vous abonner, tous les liens sont à retrouver sur le site lesvoixdelatech.com. Lien notamment vers la version intégrale sur Apple Podcast. Même concept, même sommaire, même voix, mais avec des interviews en totalité. Merci de votre fidélité et à vendredi prochain. À vendredi prochain. Salut à tous.